Star Wars en direct vous est présenté en collaboration avec siteclan.net, mintinbox.net, starwarsholonet.com, planetstarwars.com, starwarsuniverse.com, Star Wars Geeks Québec, le Space Trash Show, ainsi que Génération Star Wars et Science-Fiction. Bienvenue à Star Wars en direct, la voix du fandom Star Wars pour cette édition The Clone Wars. Alors, aujourd'hui nous allons continuer notre rétrospective des épisodes en attendant la saison 7. Pour cette émission, nous allons nous attarder sur les épisodes 15, 16 et 17 de la saison 3 qui correspondent au fameux arc de Mortis. Donc je suis Loïc et ce soir je suis accompagné de Faye. Oui, bonjour les garçons et bonjour les auditeurs. Et de David. Bonjour à tous. Alors, comme d'habitude, avant de lancer l'émission, nous allons nous attarder sur notre petit WhatsApp Star Wars. Donc, Faye, est-ce que tu peux nous partager les dernières actualités Star Wars que tu as dans ta vie en ce moment? Ok, écoute, j'ai profité d'avoir été malade pour me refaire tous les films, donc ça c'était cool. Et j'ai commencé à lire Résistance Reborn, qui est pour l'instant plutôt bon. Ouais, alors t'as de la chance de pouvoir faire la rétrospective complète des films. J'aurais bien aimé être à ta place pour pouvoir clôturer le cycle de la saga Skywalker en ayant absolument tout revu. Malheureusement, ce ne sera pas mon cas. Écoute, moi j'adore ça parce que je cherche des indices, je fais mes petites théories, c'est un bonheur. Et t'as encore le temps, Loïc, tu peux y aller. Ouais. Oui, mais non, je vais manquer de temps parce que mes soirées sont très très remplies. Donc malheureusement ça va être compliqué. Du coup je te laisse la parole, David, vas-y, à toi. Ouais, alors moi j'en suis à peu près à la moitié de Resistance Reborn et donc je confirme tout à fait que c'est génial. Et petit mot aussi, j'ai fini Alphabet Squadron, j'ai failli passer à côté et au final moi j'ai trouvé ça très bien aussi. Donc du coup j'enchaîne 2 très bons livres Star Wars, donc je suis très content. Et à venir prochainement dans une émission littérature certainement que nos amis québécois vont enregistrer quand ils l'auront lu également. Ils sont en cours de lecture à l'heure où on est en train d'enregistrer et leur retour aussi me semble bon. Il y a vraiment dans Resistance Reborn tout ce que tu peux espérer attendre d'une suite à l'épisode 8 et continuité à l'épisode 9, et plein de personnages qui reviennent, plein d'événements qui sont cool, des petites explications sur certains détails, mais on n'est pas là pour parler de ce livre-là. Non. Mais en tout cas, c'est très très bon, donc si vous avez la possibilité de le lire, eh bien, jetez-vous dessus. Ouais, c'est un bon préquel, je pense. Je pense que c'est le meilleur road to qu'on a eu pour l'instant, au final. Bon, c'est pas trop dur. C'est pas trop dur. Les niveaux sur les routes de tout un film n'étaient pas très très élevés. Most Wanted était très bien. Ouais, il était pas mal celui-là. Ah, je l'ai pas lu, c'est dans ma pile de lecture. Et voilà. Donc du coup j'enchaîne sur mon petit WhatsApp Star Wars. De mon côté pas grand chose. Pourquoi? Parce que comme je l'ai dit, mes soirées sont pas mal occupées. Donc j'ai très peu de temps à consacrer à Star Wars. C'est la raison aussi pour laquelle cette émission qu'on annonce depuis déjà un certain temps a un peu tardé. Mais on y est. On a réussi. La technique ne nous fait pas défaut. On peut y aller. Alors de mon côté quand même juste une petite chose, c'est que du coup je suis pas mal à fond sur The Mandalorian dans l'attente de la série qui va arriver la semaine prochaine. Donc je suis vraiment j'ai pas mal regardé la bande-annonce, je l'ai regardé avec chacun de mes enfants, etc. Un épisode sera déjà sorti au minimum? Certainement quand cet épisode-là sera publié, c'est pas faux. Et concernant alors la bande-annonce finale de l'ascension de Skywalker, donc moi je l'ai vu les premières fois, je l'ai regardé 2-3 fois d'affilée. Je n'ai absolument rien ressenti du tout, que ce soit de l'ordre de la musique, le montage des images. Alors, par contre, il y avait bien sûr de belles images, mais j'avais vraiment aucune émotion. Et puis j'ai écouté une des émissions de Star Wars en direct qui a été faite par l'équipe québécoise,
Et je remercie Malgus en fait. Je l'ai remercié sur Discord, mais je le remercie aussi en ondes parce que il a mis le doigt sur quelque chose que j'ai trouvé très juste et qui m'a un petit peu fait changer d'avis. Il parlait de la scène de C3PO dans la bande-annonce, et puis il disait quand C3PO dit ah ben voilà, c'est la dernière fois que je regarde mes amis. Alors il y a le message à l'intérieur du film, on peut se poser les questions, qu'est-ce qui va se passer, blablabla, blablabla. Et puis il y a surtout le message méta qui est à qui est pour nous en fait, pour nous les fans, de se dire que voilà, effectivement, même s'il n'est pas exclu de revoir C3PO dans une production Star Wars future, ça restera lui qui aura fait l'intégralité des 9 films de cette saga et qu'il aura largement mérité cette phrase en fait dans le film. C'est un bel au revoir et du coup ça m'a retourné un petit peu. J'ai regardé le trailer du coup sous un autre angle avec un petit peu plus d'émotion et je dois avouer que bah ça m'a ramené un petit peu d'attente par rapport à l'épisode 9. Même si voilà, mon attentomètre n'est sans doute pas ce qu'il était ni pour le 7 ni pour le 8, mais voilà, grâce à toi Malgus, je t'en remercie. Peut-être vais-je aller voir ce film avec un état d'esprit un peu différent. Merci Malgus, et allez lire Resistance Reborn parce qu'à mon avis ça peut faire le même effet que ce que ça a eu sur Loïc. Moi je suis à fond. Moi, depuis que j'ai recommencé le bouquin, je suis encore plus à fond que si c'était possible. Moi, je suis méga à fond. Je m'attends à pleurer parce que ça va être le dernier, tu vois. Donc, par contre, C3PO, je m'en fous un peu. Je suis désolée de dire ça, je ne suis pas fan de C3PO. Moi, je suis comme toi, c'est-à-dire que sur le personnage, je ne sais pas alors, je sais ce qui lui arrive parce que j'ai écouté les émissions spoilers, etc. Mais évidemment, je n'en dirai rien ce soir. Mais je veux dire, si le personnage disparaît, ça ne comme toi, en fait, je m'en fiche un petit peu, mais c'est au-delà, en fait, c'est le message. Je suis très sensible aux messages qui se sont passés dans les films pour nous. C'est pour ça que j'ai un si grand problème avec l'épisode 8, et on y reviendra plus tard. Mais voilà, c'est plus dans ce sens où moi, si lui s'en va, ou si le personnage disparaît, ou s'il lui arrive quelque chose, c'est pour ce côté méta que j'aurai de l'émotion, mais pas pour le personnage en lui-même. Voilà, c'est un personnage qui est sympa, mais sans plus. Ouais, bon, je dirais plus énervant qu'autre chose, mais bon, c'est mon avis. De toute façon, on n'est pas là pour parler des films. Non, c'était juste mon petit WhatsApp avec lequel j'ai terminé maintenant. Alors, on rappelle juste à nos auditeurs que nous sommes actuellement, nous sommes depuis peu, sur notre serveur Discord. Donc, c'est notre dernière nouveauté de l'année 2019, où vous pourrez retrouver notamment un chat live pour les émissions qui sont diffusées en direct. Et puis on rappelle aussi que nous avons une boutique où vous pouvez vous procurer du matériel Star Wars en direct, et donc à l'adresse starwars.direct/boutique. Et on remercie avant d'attaquer nos partenaires, siteclan.net, mintinbox.net, starwarsholonet.com, starwarsuniverse.com, planetstarwars.com, Star Wars Geeks Québec, le Space Trash Show et Génération Star Wars et science-fiction. Et sur ce, on attaque notre sujet et on passe en hyperespace. Oh crap! Prepare to jump into hyperspace on my mark. All right, stand by. Alors, comme on le disait dans la première partie de cette émission, aujourd'hui donc le fameux arc de Mortis qui a beaucoup fait parler de lui à l'époque et qui, je pense, potentiellement par rapport à la saga peut encore faire parler de lui aujourd'hui. Ou pas, voilà, ou pas, on verra, l'avenir nous le dira. Du coup, alors Faye, est-ce que tu peux nous faire un petit résumé de cet arc narratif étalé sur 3 épisodes? Oui, je vais essayer. Donc en gros, l'épisode commence avec Obi-Wan, Anakin et Ahsoka qui en fait captent un message en SOS, et donc ils y vont. Et ils vont se retrouver transportés sur une espèce de planète bizarroïde sur lequel ils vont faire la connaissance du père, de la fille et du fils, qui sont des êtres mystérieux qui ont vraisemblablement un rapport avec la Force. On va découvrir au fur et à mesure de l'épisode que la fille
va représenter le côté lumineux de la force, tandis que le fils va représenter le côté sombre de la force. Et le père, c'est un espèce d'être censé apporter l'équilibre. Et ils sont très très intéressés par Anakin, puisqu'il est donc censé être l'élu. Et le père veut le tester pour voir si en gros, il pourrait pas prendre sa place. En gros, voilà pour résumer les gros événements. Je pense que le reste, on peut rentrer dans les petits détails en parlant de l'épisode, je pense. Oui, vous pouvez peut-être embrayer sur ce que vous voulez dire et puis voilà, pouvoir placer tout doucement nos petits arguments et les choses qu'on détecte. Ce qui serait peut-être pas mal en fait, c'est de en une phrase que nous trois on essaie de replacer ce qu'on pensait de ces épisodes à l'époque. Parce que aujourd'hui on en parle avec une autre vision, parce qu'il y a eu Rebels entre-temps, il y a eu la nouvelle trilogie. Peut-être que moi j'aimerais bien replacer un peu le contexte de comment on les avait perçus à l'époque, et après on pourra peut-être faire des parallèles aussi avec ce qu'on a connu depuis. En tout cas, c'est sûr que c'est un épisode qui est extrêmement étrange et un petit peu dérangeant, et de la continuité, on nous a complètement, un peu comme les histoires des midi-chloriens, on nous personnalise la force, on nous change complètement ce qu'on savait, ou du moins ce qu'on croyait savoir, et du coup c'est un épisode qui ne laisse pas indifférent. Alors soit on l'aime, soit on le déteste, mais c'est sûr qu'on peut pas y rester stoïque devant. Oui, je suis d'accord. Moi, c'est un épisode que j'aime beaucoup. C'est vraiment l'arc que je préfère dans Clone Wars. Parce que j'ai aimé justement tout ce que ça a apporté au niveau de la force, les réflexions que ça a apporté. Bon, après, c'est vrai, comme tu l'as dit, Loïc, avec le temps passé, j'y vois des nouvelles choses qu'à l'époque, forcément, avec le fait que j'étais plus jeune et compagnie, j'ai pas forcément perçu. Mais c'est un épisode qui est super intéressant. Par contre, le truc qui m'avait choqué un peu à l'époque, c'était la fin que je trouvais un peu débile, quoi. C'est du niveau de la fin du film Sphère, pour ceux qui connaissent. J'en dirai pas plus. Mm-hmm. La fin est un peu abrupte parce que on sent bien qu'il faut faire une conclusion, et les 3 épisodes sont tellement denses que quelque part il faut briser ça. Enfin, je veux dire, on en prend plein. Alors si on accroche avec le côté mystique de la force, on en prend plein la vue pendant 3 fois 20 minutes. Et nous, et les personnages d'ailleurs. Et à un moment donné, le fait que ça s'arrête, moi je suis pas totalement en accord avec toi. Je trouve que c'est bien parce qu'au fait, on sait même pas trop si est-ce que c'est un rêve, est-ce que c'est une vision, est-ce que voilà. Bon, nous évidemment, on sait bien que ça s'est passé, mais bon, les personnages sont restent un peu dans l'expectative, et je trouve que finalement c'est assez intelligent. Ouais, mais je trouve ça un peu dommage qu'ils sont tellement obligés en fait de rester dans la continuité par rapport à l'épisode 3 que du coup ils peuvent pas forcément, tu vois, intégrer cet épisode, alors que ça aurait pu être super intéressant pour justement, tu vois, le 3e film. Donc c'est dommage. Ce que je trouve quand même qui est intéressant, c'est qu'effectivement ils ont poussé le potard suffisamment loin pour pouvoir faire voir à Anakin qu'il allait devenir Vador, mais par contre ils peuvent pas le laisser dans cet état-là. Donc ils lui font un effet ou une sorte d'oubliette de Harry Potter pour qu'il puisse continuer l'histoire. Mais c'est intéressant de pouvoir avoir quand même testé, de voir ce que pouvait devenir Anakin. Et Ahsoka, pareil, à ce moment-là, je pensais que potentiellement elle pouvait aussi basculer du côté obscur, ou du moins beaucoup de malheur pouvait lui arriver, parce que pour l'instant c'est pas ce qui peut lui arriver. Et ça, j'ai trouvé ça putain intéressant. C'est presque la partie plus sur Obi-Wan, je trouve, où on n'a pas assez poussé. Oui, je suis d'accord sur ça. Mais après, c'est un épisode qui est très psychologique en fait. Il y a plein de notions psychologiques sur le fait de le refoulement, le fait justement d'accepter ses émotions, de les exprimer pour justement trouver cet équilibre dont parle le père. Il y a les relations justement père-fils. Enfin, il y a beaucoup de choses dans cet épisode. Il est vraiment super riche. Et justement, c'est ça qui m'a passionné à l'époque en fait. Pour replacer, en fait, alors pour moi, ces épisodes, ils ont vraiment pris une intensité autre avec le temps. Mais je me souviens qu'à l'époque, quand je les ai vus la première fois, voilà, Star Wars, c'est à la base, ça restait 3 films, même si les 2 trilogies étaient sorties. Il y avait quand même autour de la Force tout un mystère, quelque chose d'un peu, où
où grosso modo on ne sait pas où s'arrête la Force, on ne sait pas à quoi vraiment elle sert, qui peut Parce qu'elle a besoin de servir à quelque chose. Non, mais je veux dire, oui, on est d'accord, mais par rapport au film, il y a tout un tas de choses autour, et tu te dis, bah alors ça fait partie de la Force, ça aussi. Aujourd'hui, voilà, en fait, est-ce qu'il y a vraiment une fin à ce qu'on peut faire avec la Force? Et je trouve que ces épisodes-là personnifiaient parfaitement le concept de la Force au-delà de ce qu'on nous avait montré dans les films. Ça rajoutait une surcouche en disant, bon bah voilà, la Force c'est ça, ok, on vous l'a appris dans les films, mais par contre, c'est peut-être pas ce que vous pensez savoir. Et quelque part, je trouve que c'est une ouverture de poser les jalons de cette façon-là. C'est vraiment une ouverture pour dire, bah, grâce à la Force aujourd'hui, si tu veux, on peut faire ce qu'on veut. Alors on l'a vu depuis, voilà, on peut aller chercher dans les pensées, on peut arracher des souvenirs, on peut arracher des visions, on peut presque voyager dans le temps. La Force, c'est plus juste une entité qui habite un peu le vivant, mais c'est vraiment un ensemble mystérieux qui n'a pas réellement de limites. Alors il y a des gens qui vont bien sûr dire oui, mais c'est pas normal, les Jedi sont quand même assez déjà puissants, pourquoi en rajouter encore et encore? Ben bon, c'est la construction de la saga. La Force, ça reste quand même le cœur un peu de la saga Skywalker. Ce sont voilà, c'est les Jedi versus les Sith. Et là, on retrouve cette intensité. On donne peut-être une intensité qu'il n'y avait pas dans les films au sujet de la Force. Et là, on a le temps on peut prendre le temps. Il y a voilà, Clone Wars, 3 épisodes. On peut pas s'attarder autant dans les films. Et j'ai été vraiment à l'époque ébahi. Alors en plus, nous, on avait déjà vu l'épisode 3, donc on savait évidemment ce qui se passait, comment ça allait se passer. Le fait de pouvoir voir que le destin d'Anakin était écrit quasiment, c'est-à-dire qu'il pouvait pas, on le savait, mais quoi qu'il fasse, il était destiné à devenir ça. Et après, on va détailler un peu ce qui peut nous faire penser que c'était intelligent en fait d'avoir ce personnage-là, d'Anakin, qui devient méchant, parce que peut-être que l'équilibre dans la Force, il est pas il est pas binaire, quoi. Mais c'est exactement ça. Enfin, moi, la Force, je l'ai toujours vue comme quelque chose de très philosophique qui te permettait de te connaître toi-même, mais aussi de comprendre l'univers qui t'entoure. Enfin, moi, c'est comme ça que je perçois la trilogie. Et j'avais moins eu ça sur la prélogie. Et c'est vrai que dans cet épisode-là, je retrouve ça totalement, parce que tu peux pas être ni trop bon ni trop mauvais. À un moment, tu vas forcément péter. Et je trouve que cet épisode-là te montre déjà en fait l'échec que va être l'enseignement Jedi, et le fait que Anakin justement va basculer, parce qu'il a tellement de choses en lui qu'il n'a pas pu exprimer, tu vois, comme l'abandon de sa mère, la perte de sa mère, la colère qu'il y a en lui, le fait de pas se sentir libre, le fait de pas pouvoir montrer qu'il aime Padmé et tout. Il y a plein de choses en lui qu'il peut pas exprimer, et forcément quand tu peux pas exprimer plein de choses, au bout d'un moment ça pète. Donc enfin moi je trouve que cet épisode il te montre tellement de choses, quoi. Et tu retrouves ça justement, c'est pas un hasard si on le retrouve après dans Rebels, le clin d'œil à Mortis, et même je trouve que c'est pas un hasard, l'épisode 8 pour moi, Luke c'est l'héritage de cet épisode là. Si Luke est dans cet état, c'est parce que justement il a compris que l'enseignement de Jedi c'était pas bon, qu'il fallait trouver autre chose pour trouver l'équilibre, et ça l'a quelque part brisé. Et je trouve que tout s'emboîte bien, et c'est ça qui est cool avec Mortis. Il y a tellement de bonnes idées, tellement de couches dans cet épisode, c'est juste fou. Enfin, je veux dire, Anakin, c'est obligé qu'il devienne méchant, parce qu'il y a personne forcément qui va l'aider, qui va trouver le vrai problème qui fait qu'il est en colère en fait. Même si Obi-Wan il aime, on le voit dans l'épisode, il peut pas l'aider de la bonne façon parce qu'il est prisonnier de cet enseignement Jedi en fait. Bah, moi, je vais même un peu plus loin que toi, c'est que pour moi, alors à un moment donné, le père dit. J'ai relevé moi cette phrase. Nous sommes les gardiens du pouvoir, nous sommes le début, le milieu et la fin. La journée, donc c'est le domaine de la lumière, donc c'est le début. La nature, elle est florissante, etc. Donc ça représente la fille. Ensuite, c'est la nuit, donc les ténèbres. Ça représente le frère. Et après, le père fait cette balance. Et quand il dit, en fait, que je me demande si en fait le début, ce serait pas, si on pourrait pas le personnifier dans les films. Comme étant l'empereur ou Vador en fait, et que la prophétie en fait elle amène juste pas, c'est pas la prophétie en fait, moi je l'interprète comme ça aussi, c'est pas une fin, ça peut être au contraire le commencement de quelque chose.
Oui, le commencement de quelque chose, le commencement peut-être d'un vrai équilibre. Tu vois, Peut-être. enfin, je trouve d'ailleurs c'est pas innocent. Regarde le personnage de Ben Solo. Pour moi, c'est le fils. Tu vois, c'est exactement les mêmes souffrances. Le fait d'avoir un père qui te fait pas forcément attention à toi ou qui veut pas te laisser agir à ta façon. Enfin, tu retrouves un peu les mêmes agissements, les mêmes blessures dans ces deux personnages. Et c'est pas un hasard. Et de l'autre côté, t'as Rey qui est super positif, qui essaye de garder toujours espoir et tout, qui pourrait être la fille. Tu vois, enfin, moi, je trouve que c'est pas le hasard. Justement, il y a deux dans l'épisode 16, il y a deux choses qui font écho justement à ce que tu viens de dire. À un moment donné, le frère explique que l'obscurité et la lumière ne peuvent pas exister ensemble. Enfin, ne peuvent pas exister, doivent exister ensemble. Voilà. Oui. C'est ce que Snoke dit à Kylo Ren et à Rey. Oui. Et voilà. Et ensuite, il dit, voilà, le frère, il ajoute qu'il détruira les Sith et les Jedi. Et là, c'est techniquement pile poil la phrase que prononce Kylo Ren, voilà, que prononce Ben à Rey. Donc après, forcément, ça à l'époque, on pouvait pas. Si on avait fait cette émission à l'époque, on n'aurait pas pu le mettre en lumière. Mais est-ce que, en fait, pour moi, ça prouve que ces épisodes-là, ils sont tellement profonds que je pense qu'on peut les exploiter dans toute la saga Star Wars qui sera liée à la Force. Voilà. Oui. Mais même si on parle d'un point de vue philosophique, le fait que ce soit le jour et la nuit, on ne pourrait pas décemment penser qu'il faudrait bloquer le jour ou bloquer la nuit. La vie c'est un recommencement. Pas comme ça. C'est un cycle. C'est ça. C'est ça. L'équilibre, c'est pas un équilibre stable quelque part. Ce serait bien cette alternance de jour et de nuit qui forme des cycles, qui forme la vie, et qui forme du mouvement, et qui forme tout ça. Ce qu'on retrouve dans le yin-yang. Oui, exactement. Et voilà. Et à chaque fois, ou les Sith ou les Jedi ont eu cette tendance, en tout cas, ce que nous on a pu en recevoir, de vouloir rester dans un état ou lumineux ou obscur, ce qui n'est en fait pas concevable. Bah tu as ça aussi dans l'épisode quand le fils en fait tue la fille, il le fait pour protéger le père. Donc si tu enlèves la personnification, tu peux voir que le côté obscur détruit le côté lumineux pour protéger l'équilibre. Et en ce sens, c'est un petit peu ce qu'a fait Anakin. Donc voilà, donc ça rejoint ce concept d'équilibre de yin et yang et de cycle. Parce que là, peut-être qu'avant le cycle, c'était la lumière qui va détruire l'obscurité et l'ordre Jedi qui va prospérer. Loïc, oui. Je te coupe un petit peu, mais tu viens de redire le yin et yang, et ça c'est quelque chose qui est... C'est mon côté Aikidoka qui reparle, désolé. Et généralement, en France ou traditionnellement, on parle de yin et de yang, alors qu'en fait, l'expression est plutôt yin-yang, c'est comme un seul mot, parce qu'il ne faudrait pas séparer le yin et le yang, puisque les deux sont indissociables. D'accord, ouais, c'est intéressant, c'est d'autant plus intéressant. Ça va avec le débat. Bah d'ailleurs, c'est pour ça que quand tu vois justement le symbole que tu le portes, t'as les deux mélangés, parce que justement, c'est nécessaire. T'as besoin d'exprimer la tristesse, t'as besoin d'exprimer la peur, la colère. Tu peux pas ne pas... Ça fait partie, c'est normal. Quand t'es triste, c'est normal de pleurer. Et c'est en pleurant que tu vas t'améliorer. Et ça, ce qui est intéressant aussi avec le père, c'est qu'il a une réaction. C'est-à-dire, autant la fille, tu vois, il va peut-être être plus sympa avec elle, autant le fils, il va pas lui pardonner les choses, il va pas le laisser s'exprimer, il va pas le laisser faire ses erreurs. Et c'est important aussi. Et là, on peut voir un rapport avec la relation Obi-Wan-Anakin, où Obi-Wan va être vraiment très protecteur, va toujours mettre dans le doute un peu son élève. Enfin, c'est plus son élève à l'époque, mais je pense que quelque part, tu vois, il lui met une certaine pression, comme un parent ferait sur son enfant aussi. Donc c'est intéressant de voir ça. Et c'est aussi, tu vois, quelque chose d'un peu toxique, parce que ça peut conduire l'enfant à se rebeller, et en se rebellant, en se faisant du mal, et en faisant du mal aux autres aussi. Ce qui est presque dommage, effectivement, dans cet épisode à la fin, c'est qu'il y a un retournement dans le temps, quelque part, et que du coup, ils oublient les leçons qu'ils auraient pu en tirer. Et voilà. Une certaine fatalité de la chose. Et c'est ça que j'aime pas, parce que justement, s'ils avaient pu garder les souvenirs, ça aurait peut-être changé ce qui se passe dans l'épisode 3, et on aurait pu avoir quelque chose de plus intense, de plus intéressant. Et je suis un peu triste. Bon, après, c'est sorti après, donc forcément, ils avaient pas le choix. Voilà, c'est sûr. Mais je rebondir à nouveau sur ce que vous dites tous les deux là, parce que les dernières paroles de l'épisode 17, en fait, si on les interprète, peuvent laisser aussi entendre que le basculement d'Anakin est nécessaire au maintien de la galaxie et de l'équilibre. Et que
pour assurer la nécessité de l'équilibre, eh ben il faut laisser donc effectivement Anakin basculer et donc effacer les leçons qu'il pourrait tirer de cette mission, quoi. Donc voilà, on peut le mettre en parallèle en disant que ben oui, peut-être que c'est entre guillemets un mal pour un bien, malgré toutes les horreurs que Vador et l'empereur vont commettre pendant 30 ans, parce que la finalité va être quelque chose d'autre. Et d'ailleurs, juste je me permets, les petites phrases qui au début de chaque épisode sont très intéressantes aussi et vont un peu avec ce qu'on a dit. Dans le premier épisode, ça dit « L'équilibre se trouve dans celui qui fait face à sa culpabilité ». Moi je l'ai trouvé génial. On a... Hein, qu'est-ce que tu dis ? Moi j'ai trouvé cette phrase géniale parce que ah ouais, elle est super. Hein. Elle résume, je trouve qu'elle résume Anakin parfaitement. Enfin en tout cas son retournement dans l'épisode 6, pour moi c'est lié, quoi. Oui, tout à fait. Ensuite, on a celui qui perd espoir perd la vie. Ça, c'est pas mal. Et le dernier, c'est qui cherche à contrôler le destin ne connaîtra jamais la paix. Donc, je trouve que c'est pas mal. Hein. C'est pas mal, ces trucs. C'est ça. Ouais. Et sur cette dernière, c'est bien ce que... On était toujours en train de parler de ça. Les Jedi et les Sith qui veulent exploiter quelque part la chose, eux, ils pourraient disparaître. Vador a essayé de les faire disparaître, Ben voudrait aussi les faire disparaître, mais à la fin, la force, le lumineux, le sombre, ça restera. C'est plus les églises qui disparaissent, mais les notions de Dieu, eux restent. Vous voyez ce que je veux dire? Bah, moi dans ce que tu dis là, moi je l'ai vu quand le père se sacrifie, en fait. Oui, voilà. Le père se sacrifie pour dissoudre le fils, quoi, le côté obscur. Donc ça, pour moi, ça veut dire que l'équilibre peut restaurer la force une fois que le côté obscur et le côté lumineux ont été détruits. Donc même si par exemple Ben Solo parvenait à détruire tous les Sith et tous les Jedi, la force parviendrait d'elle-même à restaurer un équilibre. Oui, d'une certaine façon. Bah rien ne se perd, tout se recrée, quoi. C'est un peu de l'alchimie en limite. Hein. C'est ça. Là en ce moment on parle beaucoup des réchauffements climatiques et tous ces problèmes. Au final, souvent c'est la chute de l'humain. Parce que la planète, elle mettra peut-être des millions d'années à se reproduire, ouais, à la rigueur, mais la planète, elle restera. Alors que l'humanité, ça, oui, elle peut disparaître. Oui, tout à fait. De mon point de vue. Mais après, il y a aussi la notion d'amour, c'est-à-dire que le père, quelque part, le fait qu'il tue son fils, c'est peut-être aussi, tu vois, un acte d'amour pour plus qu'il souffre, parce qu'il sent que depuis qu'il a dû tuer sa sœur, en quelque sorte, et il est, tu vois, il est pas bien, il est rongé et compagnie, et je pense que quelque part, il veut lui apporter la paix aussi. Donc, on peut le voir comme un geste d'amour, et du coup, l'amour peut aussi, être quelque chose qui peut quelque part apporter l'équilibre ou qui peut permettre d'aller un peu mieux, je sais pas, hein, mais je trouve que ce sacrifice, on peut le voir de plusieurs façons. Ouais, tout à fait. Et il y a pour moi aussi la phrase que j'ai trouvé très importante dans le premier épisode. Moi, je sais plus qui le dit. Je l'ai pas noté, mais il dit rien ne meurt jamais complètement. Et Luke, c'est la phrase qu'on entend dans le trailer de l'ascension de Skywalker. Luke, c'est exactement personne ne disparaît jamais vraiment. Et comment je serais vraiment très déçu à la sortie de la séance de l'ascension de Skywalker que Mortis ne soit pas évoqué d'une façon ou d'une autre, ou qu'on nous laisse pas penser, si c'est pas clairement établi dans le film, mais qu'on nous laisse pas penser que ces événements ont eu un impact dans le film, enfin dans la saga. Ah ouais, mais je serais déçue parce que rien que quand tu vois dans Rebels que justement on revoit le symbole du père, de la fille et le fils, et que tu vois que comme par hasard qui c'est qui va dans cet endroit-là, c'est Palpatine. Moi je me dis que peut-être ça peut servir le plan de Palpatine pour son retour dans l'épisode 9, donc il y a forcément un lien. Donc je sais pas, peut-être ça serait trop cool, alors après c'est moi qui le dis, mais ça serait trop cool justement de retrouver la dague de Mortis qui servent à tuer Palpatine. Je trouve que ça serait sympa, ça. Enfin. Alors, elle était évoquée parce qu'on voit une Rey tenir une dague dans la bande-annonce. Elle semble assez différente. Voilà, elle semble assez différente. Maintenant, bon, c'est pas impossible qu'ils retravaillent un peu le design. Je ne pense pas, et c'est dommage parce que, ça serait vraiment un acte manqué supplémentaire s'il y avait un lien. Parce que là, on passerait vraiment à rien, quoi. Vous êtes là, vous avez placé des
vous avez placé des pistes, utilisez-les. Voilà, on a comme t'as dit Faye, on a vu Palpatine se servir du pouvoir du temple sur. Il est sur. J'ai pas plus le nom de la planète. C'est pas sur Lothal. Si, sur Lothal, voilà. Si, c'est sur Lothal, celui-là, oui. Donc on le voit. Alors j'ai trouvé qu'il y avait une ressemblance aussi dans l'arène avec il y a des glyphes sur le sol en fait, et j'ai trouvé que ça ressemblait pas mal à ce qu'on retrouvait dans le monde entre les mondes. Donc il y a vraiment un parallèle. Voilà, on a vu Palpatine se servir de ce pouvoir. Il y a des espèces d'éclairs bleus là, enfin de fumée bleue qu'il envoie sur Ahsoka et sur Ezra. Voilà, quand il est balancé dans le puits, il y a cette espèce de fumée bleue. Est-ce qu'il y a un lien? Est-ce que voilà, faites-le. Après, ils sont pas obligés dans le film de rentrer en détail en disant voilà, de nous refaire tout le voilà, ou ici ils peuvent nous dire bah voilà, vous êtes les moi je suis l'équilibre, toi tu es le côté obscur et toi tu es le côté lumineux, et si vous me tuez, ben vous allez détruire l'équilibre. Et du coup, bah pour ceux qui connaissent Mortis, il y aura un lien avéré. Et puis pour ceux qui ne l'auraient pas vu, qui l'auraient oublié, ben la compréhension sera toujours la même. Non, mais ça serait vraiment un petit plus pour les gens, entre guillemets, les fans qui se souviennent de ça, ou comme nous. Ben moi, j'ai toujours défendu Mortis. On a eu souvent ce débat avec Tom. Mortis, pour moi, c'est voilà, comme t'as dit, Faye, ça fait partie, c'est tes épisodes préférés. Moi, ça fait partie du haut du panier, parce que là, je trouve que la mythologie Star Wars, on l'amène à un niveau qui est pas atteint par le reste. Mais faut bien comprendre effectivement que pour certains, c'est un épisode qui a été difficile. Moi-même personnellement, la première fois que je l'ai vu, ou du moins pendant le visionnage, j'étais en train de me demander un petit peu où on allait, et je prenais pas forcément bien le temps de réfléchir et d'analyser, et du coup il sortait un petit peu du lot. Au deuxième visionnage, et avec un peu plus de temps et tout, effectivement je pense que c'est un épisode majeur, et il faut incontournable de Clone Wars. Ah ouais. Puis il y a tout cette en fait tu es aussi perdu. Ah, c'est ça en fait qui est bien fait, c'est que dans ces épisodes, tu es aussi perdu que les personnages. Tu passes d'un état à l'autre comme eux, parce que c'est volontairement justement laissé dans le flou. Et je me dis mais les gars, comment ils ont réussi à écrire cet épisode et à le rendre pour qu'on soit pas complètement paumé, comme des fois certains films peuvent le faire, parce que franchement chapeau quoi. Ah ouais, non, mais c'est super bien écrit. La psychologie des personnages, elle est vraiment bien travaillée. Tu peux imaginer plein de théories, tu peux voir plein d'interprétations différentes par rapport à ton propre ressenti, ta propre relation avec la force. Et c'est génial, je trouve. Un épisode qui est aussi bien joué, je trouve, au niveau des voix et tout, et un casting qui est intéressant. Et petit quiz, savez-vous qui fait la voix du fils? Je le savais, mais je le savais aussi. Ouais. Et ben la réponse si, tu m'avais dit. Ouais, c'est Sam Witwer voilà. qui est fait le doublage de Darth Maul. Darth Maul et aussi Palpatine dans les épisodes de Clone Wars où il apparaît. D'accord. Comme par hasard, tu vois. Comme par hasard. Et en plus, aussi, quand le fils apparaît, le thème de l'empereur démarre. Ouais. Oui, il y a un thème très très proche du moins, et qui a fait bien sûr aussi l'apprenti de Vador dans le réveil de le pouvoir de la force. Pouvoir de la force. Force Unleashed. Ouais, donc c'est rigolo parce qu'effectivement on peut en tirer un parallèle, alors que là, pour le coup là je pense que c'est totalement fortuit, mais si tu l'ajoutes sur les couches qu'on vient de mettre en place, ça rajoute encore un petit peu plus de l'eau à notre moulin quoi. C'est pour ça que je le mentionnais, je trouve que c'est assez intéressant. Je pense qu'il est venu, et puis du coup, ils l'ont trouvé bon, et lui ont filé Maul derrière, et puis voilà, mais parce que c'est un bon acteur, et ça, il sait bien un petit peu imiter les voix aussi. J'aime beaucoup Sam Witwer, c'est au cas où ça s'entendrait pas. Mais c'est vrai qu'il est très très bon dans ce qu'il fait, moi j'aime bien aussi. Tiens, par contre, je voulais vous demander un truc, parce qu'en faisant des recherches sur l'épisode, j'ai lu une théorie sur Ahsoka. Donc, pour rappeler, à un moment, Ahsoka, en fait, elle se fait en quelque sorte posséder, on va dire, par le côté obscur ou par le Dark Ahsoka, moi j'aime beaucoup Dark Ahsoka. Dark Ahsoka. Et donc après, elle se fait blesser, et il y a justement la fille qui se sacrifie pour qu'elle puisse guérir. Et du coup, j'ai vu une théorie de personnes qui pensaient que la fille, en fait, se serait réincarnée dans le corps d'Ahsoka. Et que du coup, elle serait pas vraiment morte.
Alors, je sais pas ce que vous en pensez, parce que je trouve ça pas mal. Moi, quand tu me dis ça, je pense tout de suite au look qu'elle a à la fin de Rebels, dans l'épisode final, et effectivement, on pourrait se dire, tiens, cette espèce d'ange un peu blanc, tu sais. Ouais, c'est intéressant. Ouais, je pense que ça va loin, mais... Je pense que ça peut être intéressant de continuer là-dessus, mais je pense que ce sera fait dans une autre série, et ce sera pas évoqué dans les films. Mais pourquoi pas? Et d'ailleurs, il me semble que dans Rebels, il y avait le même type d'oiseau qu'on voit sur Mortis, qu'on voit dans Rebels, lié un peu plus ou moins à Ahsoka. Oui. Un peu comme Kanan, qui aurait été compensé et réincarné en loup. Il y aurait aussi... Oh, mais ça serait pas mal, parce que du coup, ça irait bien avec la phrase « rien ne meurt jamais vraiment », tu vois. C'est vrai. Donc, oui, c'est vrai. Ouais, c'est intéressant. Moi, je vais plus... Ahsoka, dans ces épisodes, je l'avais plus personnifié comme étant le personnage qui empêchait le basculement d'Anakin, et que si on voulait faire basculer Anakin, il fallait qu'elle soit loin de tout ça. Ouais, non, mais je pense que t'as raison, hein, parce qu'il y a une chouette relation entre les deux, et justement, le fait, qu'après... Elle parte faire ses occupations et compagnie, je pense que quelque part ça a blessé Anakin, et ça a rajouté encore plus à son grand malheur, on va dire, à ça. Je pense que ça rajoute à sa culpabilité en fait. Parce qu'il est beaucoup question de ça, de la culpabilité dans ces épisodes. C'est ça, et puis le sentiment d'abandon. Tu vois, dans sa mère, il a dû l'abandonner. Après, elle l'a abandonné en mourant. Il se fait du souci. Bon, là, il se fait pas encore du souci pour Padmé, mais je pense que ça doit le stresser un peu. Puis hop, il perd Ahsoka. C'est vraiment, ça fait beaucoup. Donc, il peut avoir un sentiment de dépression, de frustration, de colère, de plein de choses. Et forcément, c'est une bombe, Anakin. Ça devait péter. Hein. C'est, pour moi, pourquoi Anakin pète, c'est à cause du sentiment de perdre, la peur de perdre des gens qui lui sont proches. Et c'est peut-être pas assez montré dans l'épisode 3 et que les gens trouvent qu'il bascule rapidement, parce qu'en fait ça fait des années ça le travail depuis sa mère, là ça s'est plutôt bien insisté, avec Padmé, avec Ahsoka. J'irais même plus loin, avec Qui-Gon, parce qu'on le voit en plus dans ces épisodes. Ouais, mais tu vois, avec sa mère, il a la culpabilité en fait, parce que pour lui c'est lui qui l'a tué en quelque sorte, en n'ayant pas pu venir l'aider plus tôt. Voilà, donc du coup il a pas pu faire son deuil, et donc il a cette peur de perdre les gens, et du coup le fait que Padmé il risque de la perdre à cause de l'enfant qu'il lui a fait, il se rend encore une fois responsable, donc forcément. Mais effectivement, pour Qui-Gon, Loïc a raison. Si tu te rappelles, dans l'épisode 1 il dit qu'il veut pas être une gêne, et à la fin de l'épisode 1, quand ils sont à la célébration de Naboo, on sent bien que lui quand même il est pas trop à la fête, parce que il doit pouvoir se rendre compte, même à son âge, que c'est bien aussi parce que il a été là que Qui-Gon a été assassiné. S'il n'aurait pas été là, l'histoire aurait été différente. Donc je pense qu'il a une part de culpabilité de lui-même, justifiée ou pas. Mais après, il peut y avoir de la culpabilité, comme tu l'as dit. Il peut y avoir aussi une part de frustration de pas avoir été formé par le gars dont tout le monde parle dans l'ordre Jedi comme étant un super sage, super grand Jedi. Donc on peut peut-être mélanger les deux, et ça part de là. Tu rajoutes sa mère. Il y a la frustration aussi, le fait que lui il dit qu'il est fort, et que t'as Obi-Wan qui est toujours en train de lui dire oh non, calme-toi, non, fais pas ça, oh non, fais attention. Enfin, tu vois, il le traite tout le temps comme un gamin, il lui laisse pas faire ses preuves. Donc il en parle souvent, d'ailleurs dans l'épisode 2 il en parle à Padmé en disant il me frustre, il m'empêche de sortir mon potentiel et tout. Et puis derrière t'as Palpatine qui arrive en disant ouais, c'est dégueulasse, hein. Tu vois, lui Palpatine il met le feu en gros, enfin il rajoute des bûches dans ses problèmes au lieu de vraiment l'aider. Tout à fait, ouais. Et vas-y. Non, tu vois, tu peux même le comparer au Palpatine, tu peux même le comparer au père, parce que il fait rien pour l'aider. Au contraire, il est sans s'en rendre compte. Bon, Palpatine lui s'en rend compte, mais le père, sans s'en rendre compte peut-être, il fait grandir ce sentiment négatif dans son fils, tu vois. Donc l'équilibre, c'est pareil, c'est le père gentil, le père méchant dans un seul perso, tu vois. Oui, c'est je prends parti de la fille puis du fils, et quelque part ils se dressent l'un contre l'autre, parce que il y a personne pour les faire pencher plus d'un côté ou l'autre. C'est ça. Parce que Obi-Wan, lui, va être vraiment dans le fait de pas parler, dans le truc, chut, c'est bon, on n'en parle pas, les Jedi, ils ont dit qu'il fallait pas faire ça, alors chut. Donc forcément, je comprends qu'il lui en veuille aussi, hein.
Et puis Obi-Wan, il a pu être un peu dépassé. Quand t'as un élève qui est plus doué que toi, au final, c'est toujours un peu compliqué. Peut-être est-ce que tu as envie de le restreindre ou pas? Est-ce que du coup, après, à quoi tu vas servir? Être professeur, c'est ambigu. C'est ambigu. Peut-être de la jalousie un peu cachée aussi, dont il n'aurait pas conscience. Parce qu'il y a pas mal il y a pas mal d'inconscience aussi dans Mortis. Enfin, ça te parle vraiment de, tu vois, ça pourrait être le ça, le surmoi, et ainsi de suite, tu vois. C'est ça qui est intéressant. C'est limite si on se demande pas si Anakin c'est pas la créature de Kafka qui, à mesure que le côté obscur grandit en lui, se transforme et se métamorphose en un être. Bah là, pour le coup, c'est une espèce de créature biomécanique qui n'a plus d'âme et plus de remords, plus de regrets, plus rien. Donc c'est ça. Ouais, tu peux trouver un équivalent par exemple avec la mouche version Cronenberg. Ouais, voilà, bah c'est pas, voilà, exactement, tout à fait. Il y a un peu cette idée. C'est plus il avance avec sa connaissance du truc et plus il se transforme en un monstre. Anakin, c'est un petit peu ça. Et on sent que le côté obscur, plus le côté obscur grandit en lui, plus l'équilibre s'affaiblit en fait. Ouais, mais c'est exactement ça. Et donc c'est ça un peu ce qu'on a dans la prélogie quand Yoda dit nos capacités dans la force ont diminué, etc. Oui, parce que le poids du côté obscur grandit. Et il grandit pourquoi? Grâce à la mainmise de Palpatine. Et peut-être, en fait, c'est comme si on remplissait le vase. Le vase, on met un peu de tout dedans, et puis on met Anakin, et puis on rajoute la culpabilité d'Anakin, et puis on rajoute la frustration d'Anakin, etc. Puis au bout d'un moment, le vase déborde, et puis les Jedi sont complètement noyés, éradiqués, quoi. Mais si tu regardes la dépression, par exemple, tu vas avoir tendance à voir tout sombre, même les trucs, tu vois, les plus anodins, tu vas commencer à les voir de façon sombre, triste, ça va alimenter ta dépression. Et en fait, Anakin, c'est un peu ça, c'est une dépression qui gagne les Jedi et qui, au fur et à mesure, assombrit tout jusqu'à que ça pète. Et pour t'en sortir, on dit souvent il suffit d'une étincelle, d'une petite lueur d'espoir et tout, pour petit à petit recommencer à voir les choses bien. Et finalement, tu peux le comparer avec l'épisode 3, avec Obi-Wan qui reste en vie, les petits jumeaux qui vont être dispersés, qui représentent un certain espoir. Il y a encore un petit peu de lutte, et petit à petit, ça va remonter, je pense, jusqu'à peut-être atteindre, j'espère, un équilibre avec l'épisode 9. Ouais, et moi je serais d'autant plus frustré qu'il n'y ait pas de réponse à cette question. Surtout quand on est comme nous des défenseurs de ces épisodes de Mortis, en se disant en fait, pour moi en fait les clés elles ont été posées comme ça par Filoni, et si personne les utilise, je serais hyper dégoûté, quoi. Moi aussi je suis étonnée même qu'on n'ait pas eu plus d'allusions dans des romans ou dans d'autres comics. Enfin, moi je suis vachement étonné, quoi. J'étais content de voir ça dans Rebels. Oui, c'est ça. Oui, heureusement. Après, je le cite maintenant quand tu disais qu'on ne le voit pas dans les romans. Je sais pas si vous les avez lus, parce que moi, personnellement, je ne les ai pas lus. Toute la série Le Destin des Jedi, qui en fait est lié directement à cet épisode de Mortis. Ah, je crois que je l'ai pas lu, ça. C'est du Légende, ça, non? Ah, c'est du Légende, totalement. Oui. En fait, il y a une autre entité qu'ils appellent donc la Mère, qui est avec eux pendant des années, mais elle était mortelle. Et elle a bu à l'étang de la connaissance, le lac de la connaissance, j'ai un peu oublié ça, mais du coup va devenir une entité un peu démoniaque, chaotique, et c'est tout ce qui est raconté en fait dans le dessin du Jedi. D'accord. Et c'est Abelos. Oui, je me souviens d'Abelos, et j'avais eu beaucoup de mal d'ailleurs à accrocher à ce personnage, et voilà, et Abelos est aussi appelé la Mère. Ouais, je me souviens plus de ça, tu vois. Oui, je les ai lus. Oui, je m'en souviens maintenant que tu le nommes. Donc il y a quand même une dizaine de bouquins qui a été directement liés à cet épisode de Mortis. Oui, par rapport à ce qui a été fait dans l'univers Legends, oui, maintenant que tu le mets en lumière, c'est sûr que ça a pris un peu plus d'importance. Mais maintenant qu'on a de quoi dans le canon? C'est ça, maintenant qu'on a une nouvelle trilogie, qu'il y a des séries télé, après que Filoni fasse appel à ses propres créations, bon, c'est logique. Il a mis en place des personnages, il les réutilise. Je serais pas. On le voit dans le Mandalorian alors. Non, mais par contre, dans le Mandalorian, je serais pas surpris de revoir Sabine ou sa tante, voilà, ce genre de personnage. Non, parce que à mon avis, on va s'éloigner vraiment du mystique pour Mandalorian, donc y a pas de souci à ce niveau-là. Justement, et ce serait même bien. Enfin, pour le coup.
c'est presque le blockbuster où on va pas se prendre la tête à réfléchir sur la philosophie de l'équilibre de la force. Mais je pense qu'il faut pas. Non, il faudra pas. Mais c'est vrai que voilà, Filoni, il place ça dans Clone Wars, il le réutilise une dizaine d'années plus tard, un peu moins, dans Rebels, et puis là on a la conclusion de la saga où on nous fait quand même un peu comprendre dans l'épisode 8, comme on le disait tout à l'heure, que le fils, la fille, l'équilibre, la personnification du côté obscur, de la lumière, il y a quelque chose comme ça. Si Palpatine, dans l'épisode 9, essaye de ramener à lui Rey et Kylo pour, les ingérer, entre guillemets, façon fantôme de la force, pour aspirer leur âme, leur puissance ou leur force, par exemple, je me dis qu'on serait un peu dans voilà, c'est un peu ça, quoi. C'est le père qui attire à lui ses enfants, mais voilà, maintenant il faut le nommer, quoi. Si tu regardes... Pardon, vas-y. Non, mais je voulais juste dire que il y a le côté fille et fils, ça ressemble assez bien avec Rey et Ben. Ah ouais, complètement. Visuellement, ça passe, quoi. Oui, ça passe. Mais par contre, tu vois, ce que je voulais dire, c'est par rapport à l'épisode 8, et je reviens une fois de plus sur Luke, mais quelque part, Luke, pour moi, il va être acteur du changement, parce que en ayant conscience, justement, que la philosophie de Jedi, c'était de la merde, en quelque sorte, peut-être que quelque part, il a lancé quelque chose, et on voit très bien que Rey, justement, lui parle de cet équilibre entre jour et nuit, déjà. Et du coup, quelque part, Luke, il va servir à lancer quelque chose de nouveau, un nouvel ordre, une nouvelle force. Et je trouve que c'est bien qu'on a un personnage qui a eu le courage de remettre en question tous les préceptes qu'on lui a appris, que même Yoda lui dit oui, l'échec c'est important, et que tous les deux ils aient cette discussion là. Je trouve ça cool d'avoir justement des persos qui n'hésitent pas à dire ok, on a peut-être mal suivi des préceptes, on a peut-être mal compris des choses, on est peut-être allé trop loin, effectivement c'était peut-être un peu too much, tu vois, qu'on ait cette remise en question. Je trouve que c'est un peu ça aussi, on parle souvent, tu vois, dans le 8, t'as Leia qui parle de l'étincelle qui va faire revenir la résistance, mais peut-être que Luke, lui, c'était l'étincelle qui a inspiré Rey pour relancer la force, ou peut-être que ça aura un autre nom. Donc je trouve ça plutôt intéressant. C'est ce que je me disais à la vision du film, c'est que ce que j'ai aimé dans l'épisode 8, justement, c'était le traitement de Luke, et le fait qu'il décide en fait presque de détruire pour rebâtir. Je trouvais ça très intelligent, un peu comme Vador qui détruit pour reconstruire, mais on est toujours encore une fois dans l'opposition. Mais bon, alors Vador c'était l'opposition, donc c'était le côté obscur par rapport au côté lumineux. Effectivement, là il faudrait dans ce cas-là que ce qui va être rebâti ne soit ni noir ni blanc totalement, pour pouvoir trouver un équilibre. Mais je trouve que là, Luke est plus proche au final du père à la fin dans l'épisode 8 que Vador, qui serait quand même plus vers le fils. Mais après, si tu regardes encore une fois, t'as Ben, il a un peu la même démarche que Luke, mais un peu plus violente, où lui il dit qu'il faut tuer le passé s'il faut, pour justement essayer de peut-être devenir soi-même. Et c'est pas tout à fait la même démarche. Moi, je pense qu'il faut pas tuer le passé, mais apprendre de son passé pour devenir meilleur et évoluer. Donc peut-être, moi c'est ma supposition, mais j'y crois toujours, mais peut-être que quelque part dans cet épisode 9, il va avoir une espèce de rédemption, se servir de ce qu'il a fait pour se dire finalement non, c'était pas bien, peut-être au contact de Rey, ou peut-être dans le fait de devoir tu vois, affronter Palpatine avec elle, et que finalement il va essayer, c'est sûr que se faire pardonner de la mort de son père, ça va être un peu difficile, mais déjà peut-être se pardonner à lui-même, ou trouver quelque chose qui va lui permettre d'évoluer et trouver un sentiment de paix, parce que déjà s'accepter lui-même, accepter le fait que ses parents se sont pas occupés de lui, que son oncle il avait pas confiance et qu'il y a eu d'autres choses, déjà le fait de faire la paix avec ça, de se dire ok, ils ont pas été parfaits, mais voilà moi comment je suis, je vais arriver à évoluer, je vais trouver la paix, je vais trouver un moyen de calmer un peu cette tempête en moi et de calmer mes pouvoirs, tu vois. Ça pourrait être intéressant d'avoir un perso qui ait toutes ces démarches-là. Après, peut-être qu'il va se sacrifier ou autre chose. Ce serait la démarche d'acceptation de la culpabilité dont on parle dans ces 3 épisodes, et voilà. dont Anakin n'est pas capable de le faire. Donc du coup, ça serait super intéressant. Et là, il y aurait la fin d'un cycle. Et du coup, si en plus, t'as Anakin qui vient lui parler, ça c'est un truc que j'aimerais beaucoup avoir dans le film. Alors je rappelle, je dis pas les spoilers, rien du tout, donc je sais pas ce qui est dit, c'est juste moi qui pense ça. Donc j'aimerais trop que Anakin justement apparaisse dans le film en lui disant écoute,
calme-toi, moi ce que j'ai fait c'était n'importe quoi, je comprends que tu sois perdu, mais il faut pas suivre ce que j'ai fait, c'était de la merde en gros. Ça serait pas mal. Je trouve que ça, en plus pour l'acteur, ça serait cool. C'est ça. Donc je vais pas confirmer ou infirmer du tout ce que t'as dit. C'est une idée qui m'est venue récemment. En fait, il y a plein d'idées là qu'on balance qui sont très intéressantes, qui passeraient pas forcément dans les films, de reparler du fils, de la fille, du père, tout ça. Pour le grand public, ils connaissent pas, ils voient pas tout ce que c'est. Alors on pourrait faire avec des choses un peu flash en images. Alors que tout le monde comprend pas forcément, si tu as la référence, t'es content. Par contre, je me mets à attendre pas mal de choses de la novélisation de l'épisode 9, où là je trouve qu'il pourrait partir beaucoup plus loin. Ah oui. Pour une fois, vraiment rajouter des choses et faire des références à tout, parce que là je viens quand même d'enchaîner 2 bouquins qui sont vachement bien, donc si on pouvait avoir une super novélisation de l'épisode 9, et ben ce serait vraiment là, je trouve qu'il y aurait une vraie récompense pour ceux qui ont se sont investis, qui ont passé des heures à lire les bouquins, à décortiquer les films, et que le film, par contre, soit parfaitement compréhensible par le grand public. Bah, est-ce que je me dis que peut-être que autour de Palpatine, à l'endroit où il se trouve, ou dans, je sais pas, les ruines de l'étoile de la mort, est-ce qu'on pourrait pas avoir un bas-relief abîmé ou quelque chose, voilà, qui pourrait nous mettre sur la piste pour nous qui le connaissons, tout simplement, ou une vision de la force, tu vois, genre il touche un objet, ou une vision, ouais, voilà, ou je sais pas, un enregistrement holographique de quelque chose, enfin, quelque chose qui nous dise ça, voilà. Et pour le bas-relief, regarde dans Rebels, quand on a vu le bas-relief avec les 3 dieux de Mortis, au final, ceux qui avaient pas vu Clone Wars, ils ont pas forcément compris de qui on parlait. Non, et puis ils en ont pas eu besoin pour la justification de l'épisode. Et nous, on savait. Oui, c'est ça. C'est pour ça que je pensais à un bas-relief, parce qu'en plus, Palpatine en avait au Sénat, dans son bureau, il en a dans le couloir entre les deux pièces. Voilà, et on pourrait faire quelque chose autour de ça, sachant que voilà, on sait qu'il a poursuivi les artefacts un peu de la force un peu partout, donc on pourrait avoir ce genre de choses dans ses quartiers, dans son vaisseau, on sait pas trop où il va être, alors ouais, ou je sais pas, un livre, une image, une sculpture, plein de choses, quoi. Voilà. Ou 3 sculptures par exemple. Il y a cette sculpture quand on arrive sur Mortis avec le père qui forme, enfin ces grandes statues là qui font balance. Ben là on le devine dans la bande-annonce dans un environnement rocheux. On pourrait imaginer que voilà, on est au Nexus. Je sais pas, je dis ça comme ça, hein, ça fait pas partie des infos spoilers, hein, je rassure tout de suite tout le monde. Pourquoi ne pourrait-il pas être dans un Nexus où il aurait réussi en fait grâce à l'éclair bleu à sortir, parce que c'est lié à ça, et puis d'avoir 3 statues qui nous personnifient les personnages sans que voilà, pour nous ça serait une récompense, pour les gens qui les connaissent pas ça ne changerait rien. Ouais, ce genre de choses quoi. Ouais, mais ça serait une bonne idée, hein. En plus je pense que c'est possible parce que bon après je sais pas si je vais dire un truc, mais quand j'avais fait mon émission sur Lost, je me suis aperçu qu'il y avait plein de choses sur Star Wars dans la série, et le Damon Lindelof est fan de Star Wars, et on sait que J.J. Abrams il a produit la série, et il y a un truc sur la fin de la série lié à l'histoire de Jacob, j'en dis pas plus, qui m'a fait énormément penser à Mortis quand je l'ai vu. Et moi je serais pas étonnée que du coup peut-être J.J. Abrams il ait vu les épisodes ou quoi, qu'il en a entendu parler, et du coup il doit connaître peut-être Mortis. Je sais pas si c'est une inspiration ou si c'est moi qui le projette, mais du coup c'est possible qu'il ait connaissance de ça et que peut-être il puisse utiliser, c'est mon espoir, tu vois. Bah, moi vraiment ce que pourtant voilà, je suis vraiment pas un défenseur du 8, mais les phrases qui sont prononcées dans l'épisode 8 par les personnages, que ce soit Rey, Snoke, Kylo et Luke, j'ai envie de croire que c'était pas posé là par hasard. Donc effectivement, est-ce que ça aurait pu être une des pistes de Gigi et que Johnson l'aurait développé et que du coup ça permette à Gigi de retomber sur ses pattes? Ouais, j'ai envie d'y croire. Mais c'est ça en fait, pour moi le cœur de cette nouvelle trilogie, c'est Rey et Ben et leur lien à la force, et il y a quelque chose derrière ça. Et si tu regardes, c'est pas un hasard si on a 2 personnages
qui n'arrivent pas justement à se connaître vraiment, à trouver leur place et qui ont du mal avec leur passé, chacun de leur côté. C'est obligé que pour moi, ils vont découvrir quelque chose et trouver enfin l'équilibre en eux-mêmes et donc la paix. Et je pense qu'il y a vraiment ce lien-là avec Mortis. Bah, surtout que finalement, il y en a jamais un qui prend le dessus sur l'autre. Vraiment. C'est ce qu'on voit aussi dans ces épisodes de Mortis. Quand le fils et la fille s'affrontent, il y en a pas un qui prend le dessus. Ils sont totalement à égalité. Ah oui, c'est plus parce Anakin. qu'ils peuvent pas. Ce que je vous disais, c'est un problème de cycle. À la rigueur, dans une année, vous avez des phases de jour et des phases de nuit qui sont plus longues, ou plus courtes. Ah mais ouais. le reste de l'année, ce sera l'inverse. C'est tellement une super allégorie, ça. Ah ouais. En plus, on nous la met au tout début de l'épisode 15, cette allégorie du passage de la nuit, du vivant au mort, et le cycle qui recommence le matin avec les plantes qui renaissent. Donc ouais, c'est encore plus parlant, je trouve. Mais le symbole yin-yang, je parlais tout à l'heure, il est dessiné par rapport au mouvement du soleil autour de nous. D'accord. C'est bien ces phases de jour et de nuit qui s'entrelacent, voilà. On ne sait pas forcément où commence le jour, où commence la nuit, parce qu'il y a toujours un petit bout de doute. Entre chien et loup. À part à midi et à minuit. Mais après, tu peux le voir aussi dans l'opposition avec l'enfant et l'adulte. C'est-à-dire quand t'es enfant, t'es très naïf, t'as vraiment que du positif et tout. Et plus tu vas grandir, plus tu vas expérimenter d'autres émotions plus négatives. Et parfois, si t'arrives pas justement à trouver comment contrôler ces émotions, tu peux finir en étant un adulte très sombre et oublier en fait ce côté enfantin que tu avais en toi, ce côté lumineux. Donc ça peut être aussi le parcours d'Anakin qui commence en étant un enfant tout guiré, tout mignon, pour finir en ado rebelle, adulte rebelle qui veut un scooter et qui veut partir du côté obscur. Voilà, c'est comme ça. Il râle. Un speederbike. Voilà. Excuse-moi, un speederbike. Non mais tu vois, tu peux le voir aussi comme l'évolution d'Anakin. Donc il y a vraiment plein d'interprétations. C'est ça. Mais je me dis que si on avait fait cette émission en 2011 après la sortie, on aurait quand même eu au final très peu de choses à en dire parce qu'on n'a pas toutes ces applications qu'on aurait pu voir sur le long terme. Ces 3 épisodes sont finalement il se passe beaucoup, mais en même temps il se passe pas grand chose. C'est-à-dire qu'il se passe beaucoup de choses sur le plan psychologique, mais sur le plan de l'épisode en lui-même, d'action pure et dure, c'est pas ouf. Et je suis heureux en fait qu'on ait pu faire cette émission avec 8 ans d'écart parce que aujourd'hui on peut mettre tout ça et l'inclure dans un tout beaucoup plus grand. Mais à l'époque je pense que excuse-moi David, je t'ai coupé. Je voulais juste retenir sur l'action, même je trouve qu'elle est légèrement poussée pour pouvoir faire des épisodes, pour respecter le format de 20 minutes. Il y a un petit peu d'action, parce que si on faisait que de la philosophie pendant 20 minutes 3 fois... Tu sens que les gamins, ils vont pas... Ouais, ils auraient décroché. Donc il y a une dose d'action à chaque fois qui est bien redivisée dans chaque épisode. Ça, c'est la magie des séries. Donc voilà, maintenant je relaisse la parole à Faye. Non, moi je voulais dire, à l'époque, je pense qu'on aurait plus vu ça comme la fatalité, c'est-à-dire on peut pas... échapper à son destin et un côté on peut pas choisir ce qu'on veut, tu sais que tu dois aller sur cette route et quoi que tu fasses tu iras sur cette route là. On aurait eu peut-être une vision plus négative de l'épisode parce qu'au final ça nous dit que de toute façon il va devenir mauvais, que Ahsoka elle ira où elle veut et que il y aura l'Empire et compagnie. Quoi qu'il arrive, son destin, nous on le savait, mais son destin il est écrit. C'est comme quand la prélogie commence. La finalité c'est pas de savoir qu'il va basculer, mais c'est comment va-t-il y parvenir. Et là, je trouve que c'est un petit peu pareil, c'est-à-dire que de toute façon, il voit son destin, mais la différence, c'est qu'il sait pas comment il va arriver à ce destin-là. C'est pour ça qu'on voit l'étranglement de Padmé, Palpatine, etc. Mais tu vois, ce que je veux dire, c'est plus montrer que c'était, qu'on pouvait pas du tout y échapper. Tu vois, s'il y en a qui se disaient, nous on sait parce qu'on sait comment ça finit. Mais ce que je veux dire, c'est j'ai l'impression qu'ils nous disent en plus, de toute façon, il aurait jamais pu y échapper, parce que c'est comme ça. Ah non, mais de toute façon, le seul personnage pour lequel on peut s'inquiéter, c'est Ahsoka. C'est Ahsoka. Moi, je pensais qu'elle allait mourir, tu vois. Voilà, moi aussi, la première fois que j'ai vu l'épisode, je me disais,
mais là, vous êtes en train de faire quoi? Enfin, comment vous pouvez revenir en arrière après ça? Et puis bon, bah finalement, pirouette scénaristique, voilà, on tombe sur nos pattes et tout va bien. Mais en plus, avec quand elle fait face à son double du adulte, que nous on connaît déjà, je trouve que ça amplifie encore le truc. Ça la met presque un peu dans la même position qu'Anakin, si ce n'est que elle fait pas face à on sait qu'elle sera pas méchante dans le futur. Mais tu vois, ce qui est intéressant, c'est que Ahsoka, elle se positionne par rapport à elle-même. C'est-à-dire qu'elle apprend des choses, mais elle se dit, bah non, moi je ferai comme ça et ça. Et donc finalement, c'est la seule qui s'accepte et qui accepte ce qui pourrait être, alors que Anakin, lui, va pas accepter sa culpabilité, comme on l'a dit. Donc du coup, ça montre qu'Ahsoka, eh bien, elle est quelque part supérieure à son maître. Oui, mais elle a moins d'attache D'ailleurs, aussi. Enfin, oui. En tout cas, moins d'attache connue. Ouais. En tout cas, moi, je pense que c'est à peu près à ce moment-là de la série où je me suis mis vraiment à aimer Ahsoka, parce que elle devient un personnage intéressant sur lequel on va pouvoir avancer dans l'histoire, pouvoir faire des choix, alors que justement Anakin et Obi-Wan sont bloqués dans leur personnage. Bien sûr. Ils ne peuvent pas avancer parce qu'il y a l'épisode 3, alors que du coup, Ahsoka va devenir le point d'intérêt de Clone Wars pour moi. Je pense que c'est pour ça que ce 100%. personnage a beaucoup plu au public et encore aujourd'hui quand on Mais à parle... partir de là, Ouais, ouais, peut-être, parce que c'est vrai que là, Pour en moi. fait, le fait déjà de la mettre face à un double adulte, c'est-à-dire qu'il y a c'est limite on nous dit voilà, vous allez continuer à la voir, et si je l'ai mise là adulte, c'est pour vous la montrer adulte. Maintenant, bon, évidemment, de quelle façon ils allaient nous la montrer à l'époque, on ne savait pas. Et quand Rebels a commencé, je pense qu'aucun de nous n'aurait pensé, imaginé revoir Ahsoka. Ah oui, moi je m'y attendais Oh non. pas du tout. Non, moi non plus, donc voilà. oh, je vais me la péter, je vais dire que oui, mais En fait, non. non. C'est voilà. Après, c'est vrai qu'elle a pas cette culpabilité, mais voilà, elle a pas trop connu d'échecs encore. Finalement, dans sa vie, de ce qu'on en connaît, elle en a eu, elle va en avoir très peu des échecs. Son plus grand échec, c'est de devenir une Jedi, mais est-ce que c'est pas ce qui l'a sauvée? Totalement, c'est ce qui l'a sauvée. Si elle était restée dans cette voie-là, elle aurait, je sais pas, pris un coup d'or 66, youpi. C'est ça. Alors c'est que ça. voilà, le fait, tu vois qu'elle est, mais tu vois, ça qui est intéressant, c'est qu'Ahsoka, elle a décidé de dire, ok, le Jedi, moi ça me convient plus, je m'en vais. Et donc elle a déjà compris ce que Luke a compris plus tard, que le Jedi, il y avait un petit souci dans leur enseignement. Ça allait pas. C'est ce que tu disais tout à l'heure. Quand elle fait face à sa vision d'elle-même, elle réagit par rapport à elle et elle prend tout de suite ses propres décisions et elle se laisse pas influencer. Et c'est ce qui se passe à la fin de la saison 5. Quand elle décide de quitter l'ordre, Anakin lui dit mais non, tu peux rester, tu n'es pas coupable, etc. Et elle dit non. Elle prend sa propre décision en compromis avec elle-même. Et c'est pour ça que c'est un personnage super intéressant, Ahsoka. Elle a tout compris. Et c'est pour ça que c'est un personnage que j'aurais aimé voir avec lui. À un moment donné, quel que soit le moment de la chronologie, parce que je pense qu'elle a beaucoup à enseigner à Luke. Peut-être plus que n'importe quel autre personnage Jedi qui soit même maître. C'est vrai que ça aurait été intéressant de voir la dynamique entre eux, les échanges. Ça m'aurait bien plu aussi. Surtout qu'en plus, comme elle est liée à son père, voilà, c'est... Moi, je elle aurait pense pu quand même prendre des il y a une possibilité en livre ou en BD de le voir un jour. Bah oui, bien sûr, mais maintenant, quitte à ce que ce soit Filoni qui retravaille dessus, allez, faites-nous une petite série avec pourquoi pas Luke en personnage principal qui va continuer son exploration des Jedi, parce que ça, c'est pareil. Là, on nous a placé pas mal de pistes sur la Force et les Jedi. Après, on repart sur l'épisode 8 où Luke est complètement désabusé de ce qu'est l'ordre Jedi. Mais ça, il l'a appris entre le 6 et le 8. Enfin, entre le 6 et le 7. Donc là, on peut encore une fois lier Mortis. Voilà. Est-ce que Luke a découvert quelque part un enseignement de Mortis qui lui fait encore plus ouvrir les yeux sur l'ordre Jedi, enfin sur la vision de la Force, et à quel point les Jedi étaient complètement loin de ce qu'il fallait faire. Voilà, et quitte à ce que quelqu'un travaille dessus, autant mettre Filoni, quoi.
Non, mais c'est vrai que ça Exactement. pourrait être pas mal, hein, franchement. Mais du coup, tu te dis que les bouquins de Jedi, ça devrait juste être des petits guides, mais pas être pris super au sérieux. Enfin, c'est un peu, tu vois, comme... je vais pas les comparer à des terroristes, mais tu vois, genre les personnes qui prennent trop au premier degré un bouquin, par exemple, et qui essaient pas de voir ce qui est caché derrière, bah du coup, ils vont peut-être se tromper sur le sens le sens de l'œuvre, en fait. Donc peut-être que les Jedi, ils auraient peut-être mal interprété ce qui était dans les bouquins et qu'ils auraient plus dû voir ça comme un matériel et développer leur pensée autour. Comme justement quand tu fais de la philo, où tu vas avoir un texte ou une question posée et que tu dois réfléchir autour. Bah, les 3 grandes religions monothéistes ont une partie de leur texte en commun et ils en font des interprétations différentes. Voilà. Et c'est pour ça que je trouve que ce serait intéressant, parce qu'on a vu en roman que la philosophie de la force, elle est présente dans la galaxie sous d'autres formes. Et voilà, là, ils ont pas, ces 3 personnages, la fille, le fils et le père, ils ont pas de sabre laser. Non. Ils ont pas de, voilà. Ils ont pas besoin de ça. C'est au-delà de la philosophie des Jedi. C'est la personnification de la force. Donc voilà, dans le futur, montrez-nous d'autres courants que les Jedi, d'autres utilisations qu'un sabre laser pour le combat, comme ils ont commencé à le faire dans certains romans, et je pense que ça peut être tout aussi intéressant que de revenir forcément systématiquement sur une lignée avec des Jedi et des personnages. Voilà. Et je pense que c'est intéressant que justement l'épisode 9 a été annoncé comme la fin de la saga des Skywalker, pour que justement, toujours cette histoire de grand public, si on veut faire d'autres films parce qu'il faut une certaine rentabilité, on va pouvoir explorer d'autres choses. Ce que voulait voir le public, c'était la suite avec les personnages qu'ils connaissaient. On l'a fait. Maintenant, on pourra basculer sur d'autres périodes, d'autres temps, d'autres lieux, tout ce qu'on veut, et explorer des choses nouvelles. Et c'est pour Donc ça je pense qu'on y est. Mais c'est pour ça aussi qu'on retrouve, tu vois, Kylo Ren qui dit oui, faut faire table rase du passé en quelque sorte et tout. Et c'est un peu pareil, on nous dit c'est cool, la nostalgie c'est très bien, mais il faut pas tout le temps vivre dedans, parce que si tu vis tout le temps dans la nostalgie, bah forcément à un moment tu vas avoir une espèce de mélancolie qui va s'installer. Et bah finalement tu peux le comparer à Mortis aussi. Il faut pas rester dans ce truc lumière machin, il faut évoluer, il faut trouver un équilibre, bah parce que sinon ça va pas aller. Et c'est là que tu vois le miroir entre Ahsoka qui elle va trouver son équilibre et le petit Anakin qui lui va totalement sombrer. L'équilibre d'Ahsoka qui est totalement représenté par ses sabres laser de toute façon. Les sabres, la couleur de l'âme qu'elle a dans Rebels, voilà, dans ce nouveau canon où on nous a expliqué que c'est le Jedi qui donne sa couleur au cristal. Oui. Je pense que voilà, tout le monde a bien compris qu'elle est peut-être une des représentantes, en tout cas peut-être la meilleure représentante de ce que peut être l'équilibre de la force. Et c'est pas au sein de l'ordre Jedi qu'elle l'a trouvé. Alors après, il peut y avoir une raison technique quand même, non philosophique, puisque c'était des cristaux qui avaient été saignés pour pouvoir obtenir des cristaux rouges, enfin des lames rouges, et donc du coup, en les repurifiant, peut-être qu'elle ne prend pas une couleur particulière. Peut-être, mais en tout cas, bon, l'interprétation est encore possible. C'est ça. Voilà. Je me permettais de le relever, t'as tout à fait mais je suis d'accord avec ton analyse. Mais bon, en tout cas, moi je pense qu'il parle beaucoup de la prophétie aussi dans cet épisode, et pour moi la prophétie, c'est sûr que le soi-disant élu de la force, pour moi c'est vraiment 2 personnes, je pense pas que ce soit une, mais peut-être 2 personnes qui vont former un tout, donc une personne qui au départ était négative et une positive, qui vont s'associer pour former un tout, et donc ce fameux équilibre, et créer cette force, je sais pas, grise, comme vous voulez l'appeler, j'en sais rien. Mais moi je pense que c'est ça pouvait pas être une personne toute seule. Alors ça dépend, parce que moi j'ai une interprétation différente de tout ça, parce que j'y ai réfléchi cet après-midi. Okay. Je me disais, est-ce qu'il faudrait... En fait, il faudrait que Vador... c'est pas Vador forcément qui va être... Enfin, je pensais à ça pour ça. Alors, je vais préciser ma pensée avant. J'ai repensé à la phrase où Kylo Ren disait j'achèverai ce que vous avez commencé. Est-ce que l'achèvement de ce qu'il a commencé, c'est vraiment détruire les Jedi, ou est-ce qu'en fait l'achèvement, c'est pas de détruire Darth Sidious? C'est une possibilité. Et du coup, on retombe sur voilà le fils qui essaye de détruire son père, comme là dans Mortis. Et on peut se dire que peut-être que c'est le passage obligé en fait. C'était pas de
de détruire enfin, que ce soit pas le père qui apporte l'équilibre, mais que ce soit, on va dire, le côté obscur qui fasse quelque chose pour apporter l'équilibre. Comme là, on le voit où Anakin est obligé d'embrasser son passé pour mettre en marche, on va dire, la prophétie. Mais en fait, que c'était, la prophétie, c'était de devenir Dark Vador pour arrêter tout ça et apporter un équilibre dans la force dans le futur. Parce qu'il va peut-être se construire. Là, on a passé 30 ans. Il est toujours pas construit, cet équilibre. Oui, parce qu'il y a personne qui a essayé de mettre ça en branle, en quelque sorte, que Luke, il était au départ sur les idéaux des Jedi, et après, il s'est caché parce que justement, ça allait pas, donc il a rien mis en branle. Il y a peut-être, tu vois, maintenant Rey qui commence un peu à essayer de faire quelque chose, mais c'est vrai que rien n'a été fait jusqu'à présent. Tu vois, c'est intéressant. Après, pour revenir à ce que tu disais sur justement là, j'achèverai ce que vous avez commencé. Si tu regardes bien, quand il se rebelle, Anakin, je pense que c'est plus lui ce qu'il voulait, c'était avoir la liberté et ne plus perdre personne. Donc c'était pas forcément tuer tous les Jedi. Pourquoi il tue tous les Jedi? Parce que c'est l'autre qui lui dit ouais, vas-y, tu fais ce que je te dis, je t'aiderai à sauver Padmé. Lui, c'était plus peut-être avoir sa liberté et ne plus perdre personne. Mais seulement, je pense que Ben, il ne sait pas, il sait que ce qu'a dit Snoke. Donc peut-être que Snoke, il lui a parlé que du côté genre oui, pour ramener l'équilibre, il faut buter tous ces Jedi pourris, il faut faire un truc, mettre l'Empire, mettre ce que tu veux. Et du coup, il sait pas vraiment en fait quel était le vrai but de Vador. Donc c'est en ça que ça serait intéressant d'avoir parce que Vador ne connaissait pas lui-même son propre but. Mm-hmm. Parce qu'en fait, Vador, il est l'élu, mais il sait pas de quelle manière il sait pas comment il devait apporter l'équilibre. Lui, il savait juste tout le monde lui dit t'étais l'élu. Et pour lui, l'élu, ça a toujours été détruire le mal. C'est ce qu'il était du côté de l'ordre Jedi. Quand il bascule du côté Sith, du coup, l'élu, qu'est-ce qu'il fait? Il détruit le côté lumineux. Parce que il a pris le côté, enfin, il a balancé de l'autre côté. Mais il le dit effectivement dans l'épisode 3. Et il le dit, voilà. De mon point de vue, les Jedi sont... C'est ça, voilà. Donc on sent bien qu'il est basculé de l'autre côté de la balance. Mais quand il décide de détruire Palpatine, mais la prophétie pour moi, enfin à mon sens, si on l'interprète aussi dans la façon dont on voit avec ces épisodes de Mantis, etc. Finalement, la prophétie, elle est toujours pas accomplie. Et Luke dit dans l'épisode 8, l'équilibre a été, on va dire, instauré pendant un temps, mais après, il y a quelque chose qui s'est passé. Parce que l'équilibre, en fait, était toujours pas là, tout simplement. Parce que la prophétie n'est pas terminée. Mais c'est Anakin, l'élément déclencheur, qui permettra que la prophétie se mette en place. Mais pas forcément lui, avec sa main directement, mais par le découlement de l'action qu'il a menée. En fait, c'est un outil, c'est un rouage qui donne cet équilibre, mais c'est pas vraiment un élu. C'est ça. C'est l'élu dans le sens où c'est lui qui va amener l'étincelle, mais ce sera pas lui le bras armé, quoi. La finalité, quoi, en quelque sorte. Voilà. Et par contre, ce qui est intéressant, attends, je te laisse la parole après. Ce qui est intéressant dans le 6, finalement, quand il tue Palpatine, en fait, là, il retrouve son libre arbitre. Et c'est quelque chose que les Jedi et les Sith ont pas. Donc là, c'est peut-être ce libre arbitre qui, effectivement, peut être l'étincelle. Et dans l'épisode 8, Luke a quoi? A son libre arbitre, puisqu'il a dit, non, les Jedi, ça marchait pas, voilà, j'ai analysé. J'ai pas fait la bonne solution et sur la fin il se rattrape. Et Rey, c'est pareil, si tu regardes, elle a son libre arbitre, elle essaie juste de trouver sa place, mais elle se fait pas endoctriner dans quelque chose, elle agit selon son instinct en fait. Et ils font face aussi à leur culpabilité, parce qu'au moment où Vador décide d'accepter de balancer Palpatine, admettons qu'il survive, on va forcément lui incomber tout ce qu'il a fait, donc il accepte la culpabilité qui est en lien avec ça. Et c'est pareil pour Luke, quand il revient à la fin de l'épisode 8, il accepte la culpabilité de ses erreurs. C'est ça. C'est exactement ça. Et en fait, moi, ce que je voulais souligner, c'est la transmission du rôle de l'élu entre Anakin, entre Luke, entre Ben. Et du coup, est-ce que l'élu, on pourrait pas simplifier pour résumer en disant que c'est le Skywalker et non pas une personne? C'est cette lignée Skywalker qui est l'élu, mais pas une personnalisation précise. Ça serait, je trouve que ce serait intelligent pour retomber, pour complètement retourner le truc et retomber sur le pad des fils de la saga, quoi.
Non, mais c'est pas mal, ça. J'aime bien ce côté, justement, petit élément déclencheur qui vient, ben voilà, dans une lignée. Non, c'est pas mal. C'est pas mal. Oui, c'est pas mal. Moi, c'est comme ça que je la vois. C'est que Vader, c'est l'élu dans le sens où c'est lui qui va commencer quelque chose. Mhm. Et effectivement, bah, si après on met en lien avec Kylo Ren, quand il dit, voilà, j'achèverai ce que vous avez commencé, peut-être que, alors, s'ils font ça en disant, en fait, ce que Ben a toujours voulu faire, c'était d'achever effectivement les Sith et les Jedi, mais pour permettre le développement de quelque chose de neutre, eh ben, alors ce serait un peu bâtard parce que effectivement, on nous présente le personnage comme étant vraiment, vraiment un salaud, mais en même temps, je trouve que ce serait intelligent parce que ça permettrait de balayer une grosse partie des critiques, y compris les miennes, que je peux faire sur cette nouvelle trilogie. Mais ce serait un peu facile quand même. Ben, pour moi, c'est pas un salaud, c'est un pauvre gamin qui a toujours, qui, comme je te dis, il a pas eu l'amour de ses parents. Ses parents, ils l'ont filé à Luke. Luke, bah, lui, il en a eu peur. En plus, il apprend que il est le petit-fils d'un gros connard. Il a Snoke qui vient et qui le manipule. Qu'est-ce que tu veux que ce pauvre garçon soit pas détruit? Alors oui, après, bon, il tue son père, il fait des petites bêtises, mais je veux dire, c'est quelqu'un qui est en souffrance. Et justement, pourquoi il veut tuer tous les Jedi, les Sith et compagnie? Parce qu'il en a marre et qu'il a envie de pouvoir être lui-même, chose qu'on lui a pas laissé être depuis sa naissance. C'est ça en gros. Est-ce qu'on lui a demandé son avis avant d'aller chez tonton Luke? Eh ben non. Et lui, il avait besoin peut-être qu'on lui demande son avis ou qu'on le prenne en considération. Il a jamais été pris en considération, je pense. Et du coup, le fait que Rey, elle, s'intéresse à lui et qu'il y ait eu cet échange entre eux et tout, ce lien entre eux, c'est son premier vrai lien, je pense, avec une personne. Et c'est pour ça qu'elle a de l'importance pour lui. Et c'est ça, peut-être, c'est ce lien qui va permettre d'avoir l'équilibre, je pense. Je voudrais rappeler un élément d'histoire. Comme tu disais, Faye, qu'on l'a pas forcément bien pris en considération et compagnie. Ben apprend que Dark Vador est son grand-père dans Bloodline. Ouais. Donc, hors champ à la télé, en plus, je crois. À la télé, il ne le sait pas. Et donc, du coup, là, effectivement, il peut se sentir vraiment rejeté, alors que c'est sans doute une information, cette espèce de secret de famille que dans certaines familles on a, qu'il aurait peut-être fallu mieux en parler directement avec lui depuis longtemps, de le préparer à cette information plutôt que de l'apprendre comme ça de la bouche de quelqu'un d'autre. C'est ça. Puis je te dis, t'as Luke, lui, vu qu'il est toujours dans la peur, genre ah mon dieu, Vador et tout, t'as bien vu direct, il dit oula, je vis le côté obscur, c'est Vador, faut que je le bute. Ouais, mais t'essaies même pas de lui laisser le bénéfice du doute, de parler avec lui, de voir qu'est-ce qui lui arrive et tout. De l'autre c'est côté, lui qui dégaine son sabre en premier. Oui. Et de l'autre côté, t'as Han Solo, lui, son gamin, tu vois dans plusieurs bouquins qui s'en fout. Il se casse faire des courses de vaisseaux, de trucs comme ça. Leia, elle, écoute, la politique, elle est occupée et compagnie. Qui va parler à ce pauvre garçon? Il y a personne qui lui parle. Et du coup, on se retrouve un peu avec Anakin où personne lui parlait. Dès qu'il avait besoin d'exprimer quelque chose, c'était ah non, chut, les Jedi ils doivent pas dire ça. Donc forcément, on a deux parallèles avec deux garçonnets qui en gros ont pas eu l'écoute, ont pas eu les liens qui leur auraient été utiles pour se construire, je pense. Je trouve que ça, on vient de philosopher depuis à peu près 20 minutes sur les personnages de la nouvelle trilogie, dont on n'avait pas conscience quand la saison 3 de Clone Wars est arrivée. Mais ça me semble encore plus évident aujourd'hui que le meilleur moyen en fait de lier toute la saga, c'est d'utiliser ces épisodes. Et je repensais pareil à cette phrase de Kylo Ren, quand il apprend dans le Réveil de la Force qu'il y a une fille, il parle et il dit, il est surpris et il dit parlez-moi de cette fille. Et est-ce que c'est vraiment ça serait dommage de pas l'utiliser, Snoke aurait pu lui dire je suis le père, tu es le fils, la fille viendra, j'ai besoin, vous devez être là, tu dois la détruire. Ce serait vraiment un acte manqué de pas le mettre en lumière avec ces personnages là. Ah ouais, non, mais j'espère tellement un lien avec Mortis. Je sais pas, quand j'ai vu le trailer, j'ai repensé direct à ces épisodes-là. Je me suis dit, mais mon Dieu, s'ils font ça, ça va être trop bien. Après, attention. Là, derrière le micro, là, je m'adresse directement à nos auditeurs. Derrière les micros, vous avez 3 personnes qui ont apprécié et qui défendent ces épisodes.
Je serais surpris d'avoir la réaction si par exemple voilà, ce dont on vient de discuter se trouvait juste. Je serais surpris d'avoir les réactions de personnes qui n'accrochent pas à Mortis, savoir comment elles prennent le fait que tout soit lié à partir de ces événements. Mais même, moi, je serais curieuse, si nos auditeurs qui écoutent l'épisode ont envie de réagir, de nous dire, voilà, moi, j'aime pas Mortis pour telle ou telle raison. Moi, ça m'intéresse. Hein, je suis absolument pas fermée au débat. Au contraire, je trouve ça intéressant de voir justement comment on peut percevoir différemment une œuvre. Et des fois, ça va pousser à réfléchir sur l'épisode et trouver encore de nouvelles choses. Ça, parce que nous, c'est pareil, c'est avec le recul que du coup on apprécie tous l'épisode. Donc si vous n'avez pas forcément pris ce recul ou vous avez des choses encore à dire, vraiment moi aussi, allez-y dans les commentaires de partout. Hein. Moi aussi, discuter des épisodes de Mortis et échanger, le débat est toujours intéressant, mais encore plus quand il y a matière. Là, on peut, nous avons interprété ce qui se passe dans les épisodes de cette façon-là. Mais si vous avez une autre interprétation et qu'elle diffère de la nôtre, justement, moi, je serais curieux de la lire aussi. Voilà. Et on reste courtois. Hein. Les épisodes de juste c'est nul parce que c'est nul. Bon. Ah, c'est comme l'épisode 8 alors. Ah non, je plaisante. C'était une blague. Voilà. C'est bon, on a fait notre instant troll. De toute façon, il n'y a pas de bon ou de mauvais avis, donc c'est argumenté, qu'on respecte l'avis des autres, il n'y a pas de souci. C'est pareil, c'est une question d'équilibre. Dès qu'on veut imposer quelque chose à quelqu'un d'autre, là, il y a un petit souci. C'est pareil. Le père, il voulait imposer des choses à son fils, il n'était pas content, et il est devenu méchant. C'est la vie. Oui, c'est ça. Ouais. Non, puis il y a bien des éléments, je pense on pourrait en parler en mal aussi dans cet épisode de Mortis. Là, on a pris l'aspect philosophique, et donc du coup, ça nous intéresse, et c'est bien plus intéressant pour nous. Ça, c'est bien. Mais allez-y. Hein. Dites-nous ce qui ne va pas dans l'épisode. C'est ça, il n'y a pas de vérité universelle. C'est pas parce que on fait un podcast que c'est notre voix qui a plus d'importance. Non, c'est juste, on partage notre avis avec vous, et donc n'ayez pas peur de partager le vôtre. Moi, j'irai jamais dire c'est de la merde ton avis, j'ai pas envie d'écouter. Non, moi je suis vraiment dans le partage. Donc faites-moi plaisir, racontez-moi vos théories et votre interprétation. Donc voilà ce qui conclut donc cette édition de Star Wars en direct, édition The Clone Wars. Donc je remercie mes deux co-animateurs que sont Faye et David. Est-ce que vous pouvez nous dire comment on peut vous rejoindre sur les internets? Vas-y si tu veux, David. Facebook et puis Discord du coup. Et même Twitter. Ah, t'es partout. Moi sur le Discord, sinon sur les réseaux sociaux, soit sur les pages de James et Faye, soit sur Twitter, vous tapez Faye Fanel aussi. Voilà, plein d'endroits. Si vous n'arrivez pas à contacter Faye, c'est que vraiment vous faites preuve de mauvaise volonté. Oui, je fais qu'un effort. Quant à moi, ce sera donc évidemment, on se retrouve dans les commentaires des émissions. Notamment celles auxquelles je participe, je viens régulièrement regarder. Et puis sur Twitter @lordofthesite numéro 1. Donc pour nous rejoindre sur Star Wars en direct, vous pouvez, si vous avez des suggestions, des commentaires ou des réactions sur tous ces sujets dont on a parlé pendant un peu plus d'1 heure, contactez-nous à l'adresse studio@starwarsdirect.com ou laissez votre message, donc comme on l'a dit, sur nos réseaux sociaux. Facebook, Twitter, Instagram, donc nos serveurs Discord et aussi notre chaîne YouTube. Il y a souvent en dessous des vidéos YouTube de nombreux commentaires et on vous en remercie. Et évidemment, surtout, n'hésitez pas à partager nos épisodes sur les réseaux sociaux. Alors, donc, prochainement, il y aura certainement, comme on l'a dit, de nouvelles émissions qui vont être enregistrées, notamment une émission après la diffusion du premier épisode de The Mandalorian. Il y aura un épisode pour chaque épisode. Un épisode pour chaque épisode, voilà. Également. Cette phrase est bizarre. Comme on l'a dit tout à l'heure, une émission littérature qui sera consacrée à Résistance Reborn. Et évidemment, là, sur la fin d'année qui arrive, de nombreuses émissions vont enjailler vos oreilles, je l'espère. J'insiste vraiment, rejoignez-nous sur Discord. C'est vraiment un très très bel outil. Discord, c'est vraiment la proximité. Voilà, attention quand même aux spoilers. On a eu ces derniers temps des petits
des petits plaisantins, je sais pas si c'était volontaire ou si ça ne l'était pas, qui ont posté dans la salle bienvenue ou générale des photos qui pourraient être légèrement spoilers pour des gens qui n'auraient pas envie d'avoir des informations sur l'épisode 9. Donc voilà, attention à ces choses-là. Et voilà, comme d'habitude, vous pouvez nous retrouver sur différentes plateformes, iHeart Radio, Deezer, Spotify, Stitcher, Google Play, Google Podcast et Apple Podcast. Et je remercie donc encore une fois nos partenaires, siteclan.net, mintinbox.net, starwarsthenet.com, starwarsuniverse.com, planetstarwars.com, Star Wars Geeks Québec, le Space Trash Show, Génération Star Wars et Science Fiction. Donc de la part de Faye, de David et de moi-même, merci d'avoir été à l'écoute de Star Wars en direct, la voix du fandom Star Wars, et que la force soit avec vous.